Maintenant pour but de nous faire plaisir à nous entendre les uns les autres, à convaincre ceux qui sont là, qui sont déjà convaincus, mais d'essayer de jeter quelques idées capables de créer un mouvement de solidarité qui nous dépasse largement. Et par conséquent, je voudrais essayer de rechercher, d'inventorier, y compris à travers tout ce qui s'est dit ici tout à l'heure, aujourd'hui, un certain nombre de repères et de références de principes dans des valeurs qui sont universellement proclamées et reconnues, qui ne sont pas appliquées parce qu'il ne suffit pas que quelque chose soit écrit sur un papier pour que ça ait une vigueur, si on ne s'en empare pas pour l'utiliser, mais de montrer comment aujourd'hui un certain nombre de valeurs universellement proclamées et reconnues à l'expérience de la tragédie des deux guerres mondiales et du fascisme sont des éléments dont nous devons nous emparer, nous, pour les opposer à nos adversaires et pour mettre en valeur la légitimité de notre combat. Et je commencerai par là, pour ça, par rappeler que si on m'a demandé de venir ici aujourd'hui, c'est en tant que premier vice-président de l'Association internationale des juristes démocrates, qui a été fondée en 1946 dans les couloirs du tribunal de Nuremberg par les juristes anglais, américains, français et soviétiques sur la base du plus jamais ça, et qui a été fondée en 1946 pas par hasard, en même temps que l'ONU, comme sœur jumelle, fille de la Charte des Nations Unies, qui elle est de 1945. Et alors je voudrais même rappeler ce que dit la Charte dans son organisation nouvelle du monde. Pour la première fois dans le monde, il y a un droit international. Jusque-là, ce qu'on appelait le droit international, c'était des accords, des traités de paix, des alliances, qui étaient simplement des modes de partage entre les puissances du pouvoir sur les peuples et sur leur territoire et sur leurs richesses. La Charte, pour la première fois, crée une loi internationale, universelle et obligatoire. Et elle est révolutionnaire, en ce sens que son magnifique préambule dit « Nous, peuple des Nations Unies », c'est-à-dire nous parlons, nous, c'est nous qui prenons le pouvoir, c'est nous qui affirmons notre volonté, notre légitimité. Nous, peuple, ça n'est plus le pouvoir sur les peuples, mais c'est le pouvoir des peuples. Nous, peuple, des Nations Unies, ça veut dire qu'il n'y a pas un peuple mondial, mais qu'il y a des peuples, parce qu'il y a des nations, des peuples différents sur des territoires différents, et qu'ils ont chacun sa compétence sur son territoire, mais unis dans leur intérêt commun pour leur commun développement. Donc nous, peuple des Nations Unies, je passe sur la suite et y conclus, avons décidé d'unir nos efforts. En conséquence, nos gouvernements ont signé la présente charte. Cela pose le principe que les gouvernements et les États sont les instruments pour les peuples de leur administration et de leurs relations internationales. Et la Charte a deux axes fondamentaux, le droit des peuples à leur libre détermination et leur obligation de respect mutuel dans leurs différences, comme de leur intérêt à leur commun développement. Ça, c'est le papier. Et ça en reste là. Avec un certain nombre de compétences qu'il faut se rappeler. Parce que, dans notre cas particulier, ça présente un gros intérêt. Si l'on parle par exemple de la Corée du Nord, et on parlait tout à l'heure de la reconnaissance de la Corée du Nord, les principes de reconnaissance d'un État, c'est, comme représentant de son peuple, c'est la représentativité et l'effectivité. Le gouvernement coréen est représentatif et l'effectif. Il n'y a aucune raison de laisser la Corée du Nord, d'ailleurs elle est dans la communauté internationale puisqu'elle est à l'ONU, mais le fait par exemple qu'en France on n'ait pas de relations officielles et diplomatiques
C'est un défi au droit international. En même temps, ce respect mutuel imposerait, s'il y avait vraiment deux peuples avec deux États, des relations de respect mutuel et de rapports coopératifs entre les deux Corées. Et c'est là qu'on arrive à la solution extraordinaire. Ça a été dit tout à l'heure, et je crois qu'il faut le redire avec force. C'est qu'alors qu'on utilise beaucoup le principe de libre disposition des peuples pour invoquer leur droit à séparation et quelquefois disloquer comme ça des États trop forts qui résistent à des plus puissants, on parle toujours du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour leur séparation, mais jamais pour leur réunion. Ou plutôt si, on l'admet quand c'est l'Allemagne, parce que ça profite à une certaine logique économique internationale. On ne le reconnaît pas pour la Corée parce que c'est le contraire. Le principe du droit du peuple, il y a un peuple coréen, le droit de ce peuple coréen, c'est de décider souverainement de son statut, y compris de son unité. Ça fait partie des principes démocratiques. Voilà quelques idées que je voulais rappeler pour commencer, en disant que, et alors je voudrais maintenant arriver à la loi de sécurité, sous deux aspects. Premier aspect, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais je voudrais peut-être donner mon avis aussi. La loi de sécurité, on a bien fait, à mon avis, de souligner que la loi n'est pas nécessairement légale. La loi, il y a deux conceptions du droit. Il y a le droit d'encadrement, qui est constitué uniquement de permis et d'interdits, et il y a le droit de légitimité, qui est celui qui fonde un certain nombre de principes. Les lois sont valables si elles sont conformes aux principes de légitimité. Et de ce point de vue-là, nous avons deux grandes références aujourd'hui. Et je ne suis pas d'accord pour dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme serait un produit du libéralisme économique. C'est une conquête à laquelle ont beaucoup participé les héritiers de la Révolution française, sans faire de cocorico. Je pense notamment au rôle qu'a joué René Cassin. C'est un essai également. Et la charte, la Déclaration universelle est un véritable évangile des libertés civiles et politiques individuelles et publiques auxquelles on est amené constamment à se référer. S'il s'agit par exemple de la protection de la personne, s'il s'agit de la non-discrimination, s'il s'agit du droit à un procès régulier, etc., etc. Et ici, quand nous prenons la loi de sécurité nationale, mais elle enfreint tous les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est à la lumière de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous pouvons condamner la loi sur la sécurité. Il est vrai qu'elle prend tous les caractères des lois sécuritaires, c'est-à-dire de lois liberticides. On a beaucoup parlé d'article 7, je voudrais m'arrêter rapidement sur d'autres articles. L'article 1er notamment, l'article 2, pardon. L'article 2 donne une définition de l'infraction qui n'en est pas une. Ce n'est pas une définition. Nuisance à l'égard de l'État, je vais y revenir. On peut mettre n'importe quoi dans l'article 2. D'ailleurs, on en a fait l'expérience, en effet. L'article 3, beaucoup plus grave encore, il incrimine ceux qui se joignent. À qui se joignent? Comment se joint-on? Complicité intellectuelle? Par quelle forme de complicité? Et pire encore, ceux qui sont sous l'influence d'eux, ou sous contrôle d'eux. C'est-à-dire qu'on institue une complicité passive. Non pas une complicité active, mais on est l'objet d'eux, et on est coupable d'être l'objet d'eux. C'est vous dire comment tout cela est ahurissant, aberrant du point de vue juridique. Ajoute à cela ce qu'on a dit de l'article 7, et encore l'article 10 et l'article 16, qui institutionnalisent la délation.
C'est-à-dire que dans tous les domaines, cette loi, dans son détail, heurte les principes les plus fondamentaux du droit. Mais alors maintenant, j'arrive au deuxième aspect. Les droits fondamentaux. Quand on parle de droits fondamentaux, on a tendance à voir les droits minimums, c'est-à-dire ce que j'appelle moi la protection de l'animal humain. Mais ça va beaucoup plus loin. Parmi les droits fondamentaux, il y a le droit au pouvoir. Au pouvoir collectif, au rapport collectif de l'homme à la société, à la nature, en exerçant ensemble leur pouvoir égal et commun. C'est ce qui consiste à remplacer la notion de citoyen gouverné par la notion de citoyen gouvernant. Et je rappelle que ce que j'ai évoqué tout à l'heure de la Charte dit que cette bataille pour la souveraineté populaire, qui a été toute la bataille des démocrates pendant des années, parce que démocratie, ça veut dire pouvoir du peuple, eh bien, et c'est pas le populisme il consiste à abandonner son pouvoir à un chef. La souveraineté populaire, c'est l'exercer par ses élus. Et c'est pour ça que ça n'est pas seulement l'élection, la démocratie. L'élection ne consiste pas à déléguer le pouvoir à des élus, mais à se donner des élus par lesquels exercer le pouvoir. Et la Charte des Nations Unies a porté cette valeur au niveau international, ce qui est tout de même encore sous le boisseau, ce qui permet de dire que la Charte, elle n'est pas une vieille chose, elle est sous couveuse encore actuellement. Et alors, le résultat, c'est que ce droit au pouvoir commun de tous sur les affaires communes, il a une double implication, et j'arrive à la fin, je ne vais pas regarder ma montre, c'est que ce droit au pouvoir, il a une double implication. Une implication intérieure, c'est-à-dire d'exercer le pouvoir chez soi, mais d'exercer aussi sur son gouvernement le pouvoir que l'on a de régler ses relations internationales. Ce qui fait que comme la Charte nous donne ce pouvoir, nous sommes responsables quand d'autres peuples sont victimes de violations de leurs droits. Quand nous menons la bataille pour la reconnaissance des droits des Coréens, nous avons un double intérêt, un intérêt et un devoir. Un intérêt qui est le principe d'indivisibilité des droits. Ce qu'on permet de violer à l'encontre de l'un, on permet de le violer à l'encontre de soi le lendemain. Et le devoir, parce que notre gouvernement nous représente, et dans les relations internationales, nous sommes responsables des actes de notre gouvernement. Tous ces éléments-là, il faut peut-être les reprendre et se les rappeler. Et c'est dans ces conditions que, aujourd'hui, un des éléments les plus graves de la loi de sécurité nationale, c'est de tout fonder sur la raison d'État. L'infraction, c'est de nuire à l'État, d'être contre l'État. Mais l'État, ça devrait être les Coréens. Poser les choses comme ça, c'est partir de l'idée que l'État est un pouvoir extérieur à la volonté populaire. Et faut-il vraiment qu'on ait peur de la volonté populaire pour ne pas lui laisser la parole? Alors qu'en réalité, la notion de raison d'État, car c'est de la raison d'État, la raison d'État est l'antidémocratie. Et c'est la raison pour laquelle cette négation du droit du peuple coréen à la maîtrise de ses affaires dans la libre jouissance de tous ses droits d'expression, de coopération, de dialogue, etc., et d'intervention, de libre intervention dans ses affaires, au nom de la raison d'État, montre que quand la Charte pose le principe de la souveraineté populaire et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça a à la fois une implication interne et une implication internationale. Parce que, et j'en viens alors à la dernière chose, je termine là-dessus, la dernière chose, le lien entre cela et les États-Unis. Moi, j'aurais tendance à un peu limiter aux États-Unis. Parce que si avec les États-Unis,
ils seraient isolés, ils ne feraient pas ce qu'ils veulent. Il y a quand même le rôle majoritaire à l'ONU, parce que l'ONU ne remplit pas son rôle de représentant des peuples, elle a été confisquée par les puissances financières et leurs instruments étatiques pour devenir un instrument de gouvernance par en haut à la vieille, selon la vieille règle antérieure à la charte, et c'est comme ça que l'ONU, elle ne remplit pas son rôle, mais on ne peut pas dire qu'est-ce que fait l'ONU. On dit, mais qu'est-ce que nous faisons, nous, pour imposer à l'ONU de jouer son véritable rôle contre ceux qui la manipulent? C'est dans ces termes que les questions se posent. Or, de ce point de vue, eh bien, il est évident que nous avons à prendre tout cela en main et de ne pas oublier que le nous-peuple, ça veut dire que nous avons une responsabilité considérable d'information, d'organisation de l'opinion publique, et sur cette question, comme sur tous les autres. Parce qu'un des moyens les plus efficaces et terribles de la domination aujourd'hui, ce sont les médias qui sont entre les mains des puissances financières. Nous devons faire notre propre contre-médiatisation, et sur la base la plus rassembleuse, c'est toujours celui qui isole l'autre qui gagne. Il ne s'agit pas d'être sur la base de motivations les plus étroites qui nous seraient à nous sympathiques, mais de prendre tout ce qui peut être rassembleur pour tous ceux qui peuvent se reconnaître dans les valeurs fondamentales que j'ai évoquées tout à l'heure. Et sur cette base, eh bien, les peuples unis ne seront jamais vaincus.